partenaires, chers et chers collègues, chers étudiants, donc je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui dans cette bibliothèque Georges Perec que nous inaugurons semi-officiellement, puisque on a déjà fait une ouverture depuis un moment et on aura une inauguration plus officielle un peu plus tard. Donc c'est un jour que nous attendons depuis un moment, cette ouverture de bibliothèque. Donc nous célébrons collectivement avec la communauté universitaire de la Cité des Cartes et bibliothèque tant espérée. C'est la première rentrée universitaire effectivement que nous faisons dans ce bâtiment, puisque nous avons ouvert en fait la bibliothèque en décembre 2016 et que sa construction a connu de nombreux épisodes, peut-être pas aussi nombreux que celui de la République de Houille, mais en tout cas nombreux. Donc je veux lui souhaiter aujourd'hui tout d'abord toute la réussite qu'elle mérite. Alors je vais revenir tout d'abord sur l'origine du projet, rappeler quelques éléments historiques. Alors j'ose le dire parce que Frédéric n'est pas là, parce que d'habitude quand on parle d'historique, elle aurait plutôt parlé de passif. Donc la fonction documentaire à l'origine était organisée en 11 salles de lecture qui étaient réparties dans 8 bâtiments dispersés sur ce très beau campus Descartes. La situation, on a considéré qu'elle n'était pas tout à fait satisfaisante et donc l'université, au début des années 2000, a décidé d'essayer de regrouper l'ensemble de ces bibliothèques au sein d'une bibliothèque centrale unique, ce qui a donné l'occasion de déposer un projet d'envergure dans le cadre du fameux CPER volant, alors ça varie, mais à ce moment-là c'était contrat de plan État-région 2000-2006. Donc vous voyez bien 2006, c'était censé être la fin du contrat. Vous voyez qu'on est aujourd'hui, donc ça vous imaginez qu'il y a eu un petit délai entre le moment où on a décidé et l'ouverture. Donc dans le cadre de ces CPER, l'université a obtenu un cofinancement qui est assuré à la fois par la région Île-de-France et par l'État. Et donc c'est au moment de l'inauguration officielle que nous aurons la chance d'avoir des représentants de l'État et de la région Île-de-France, je l'espère. Donc dans le cadre de ce CPER, ce qui, je l'espère, n'explique pas tous les problèmes que nous avons eus, l'UPEM avait la conduite des opérations en tant que maître d'ouvrage, qui a fait reposer beaucoup des difficultés sur les équipes. Voilà, on remercie quand même aujourd'hui d'avoir tenu le coup pendant toutes ces années. Le concours d'architecture s'est déroulé en 2006, donc, et le lancement des travaux a débuté en 2009. Les retards se sont accumulés suite à de nombreuses non-conformités dans le bâtiment. Nous avons lancé des multiples actions en justice. Donc voilà, c'est pas terminé, hein, on continue encore, mais ça nous a permis quand même de à la fois lever l'ensemble des points bloquants et d'obtenir une autorisation d'ouverture au public fin 2016, dans des conditions qui ne sont pas exactement celles qui étaient prévues initialement, puisque on a des poteaux sous l'escalier, on a tout un tas de choses qui ont été mises en place pour lever un certain nombre de rénerves. Il n'empêche que on sait qu'on en a encore pour des années avec l'architecte et les différentes personnes qui sont intervenues sur le bâtiment pour arriver à la fin de ces ennuis judiciaires. Nous savons également qu'on a réglé la majeure partie des problèmes sur le bâtiment, mais de nombreux problèmes restent dans le bâtiment, même si le public peut y entrer, rassurez-vous, sans risque aujourd'hui. Je citerai un seul de ces points bloquants qui rappellera un moment à la fin de la résidence d'écrivain de Frédéric Fortet, puisque lors de la journée de clôture de sa résidence d'écrivain, vous étiez pour la plupart déjà présents, et j'avais fait un passage éclair à la lecture, puisqu'on venait de m'informer que la bibliothèque perdait ses boulons, et que je devais aller voir. Donc ce jour-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais voilà, j'étais parti. En fait, c'était des boulons de l'escalier central qui n'étaient pas vissés, où on prenait des boulons et on les sortait. Voilà. Depuis, c'est réglé, donc vous pouvez monter sans problème jusqu'au premier et deuxième étage. En ce moment, c'est possible, puisqu'il ne fait pas trop chaud. En été, et au deuxième étage, on suffoque. Et bon, on espère qu'on va régler ça par la suite.
Donc au-delà de l'anecdote, ces nombreuses péripéties ont beaucoup mobilisé les équipes. Alors je tiens à remercier ici, même s'ils ne sont pas présents, l'Académie de Créteil qui nous a aidés, puisque voilà, dans le cadre du contrat de plan État-région, l'État c'est l'Académie de Créteil, la préfecture aussi qui nous a suivis au niveau de la région Île-de-France, qui nous ont aidés sur de nombreux problèmes. Le travail de Solange Bonneau, qui est pas là, mais qui a beaucoup œuvré. Philippe Demange, qui lui a été sur le terrain, puis surtout ses équipes. Ludovic Ferron, ça fait maintenant, il a passé 10 ans à suivre la bibliothèque et il n'a pas fini. Donc au bout d'un moment, on se lasse quand même. Donc grâce à ces retards, nous avons pu avoir une modification essentielle du projet initial puisque nous avons obtenu la certification HQE, haute qualité environnementale. Donc il n'y a pas que du négatif puisqu'on a pu, avec le retard, obtenir ce label-là. Donc 15 années sont écoulées depuis l'idée qui a germé jusqu'à son ouverture. En cette rentrée 2007, nous pouvons vraiment nous réjouir que notre campus bénéficie désormais d'un tel lieu. Donc en 2017, pour ceux qui auraient raté, nous avons aussi obtenu une reconnaissance sur l'excellence du site sur le thème de la ville durable avec l'obtention du label ICIT et du projet Dénommé Futur. Dans ce cadre, nous avons prévu la construction d'un nouvel établissement à l'horizon 2019 qui sera notamment l'occasion de poursuivre la mise en réseau sur l'ensemble des services documentaires, notamment de la Cité des Cartes, puisque aujourd'hui la bibliothèque est un lieu central en lien avec les autres établissements de la Cité des Cartes, et donc il y a une mise en réseau qui existe déjà mais qui sera renforcée dans le cadre de ce projet. De plus, nous avons obtenu, suite à la réponse à un projet sur la coordination sur les bibliothèques ouvertes, aussi sur les acteurs de la Cité des Cartes, un financement qui nous permettra de mettre en place une coordinatrice ou je ne sais pas pourquoi on a mis coordinatrice, une coordinatrice interdépartementale sur le plan bibliothèque ouverte de Paris-Est qui devrait être prochainement recrutée. Elle pilotera notamment la mise en place d'un dispositif d'amélioration de l'accueil des étudiants dans les 4 bibliothèques de la Cité des Cartes. Non ? Je ne me trompe pas aussi ? Non, Virginie, j'ai dit une bêtise ? Mais il faut me dire. Donc revenons au lieu. La bibliothèque universitaire Georges Perec a comme atout d'être au cœur de la Cité des Cartes, je le disais tout à l'heure, dans un bel îlot réhabilité, entouré de douves féodales que vous n'avez pas manqué, j'imagine, moi non plus, puisque elles se sont déversées à un moment dans la bibliothèque et nous avons plongé un week-end avec la directrice générale des services. Des moments inoubliables. Donc au-delà de l'aspect paysager de la bibliothèque, il est en lien avec la maison des étudiants, qui est une partie réhabilitée, qui permet de mêler donc, entre la bibliothèque très contemporaine et puis l'ancien des bâtiments, et qui fait de ce cœur de campus un lieu, à mon sens, très agréable. Et on voit cette année vraiment les étudiants attirés à la fois par la maison de l'étudiant et la bibliothèque, et créer un vrai lieu de vie au sein de la Cité des Cartes. Donc, au-delà de la vie étudiante et du lien avec la maison des étudiants, nous avons souhaité la bibliothèque Georges Perec, il ne faut pas que je dise bêtises, voilà, il faut que je fasse attention. Nous avons souhaité que cette bibliothèque soit ouverte sur son environnement, puisqu'elle doit être ouverte au plus grand nombre, à la fois les étudiants, les personnels, mais aussi l'ensemble des habitants de la Cité des Cartes. Et donc, à ce titre-là, voilà, nous souhaitons qu'elle accueille le maximum de personnes. Je sais pouvoir compter sur Christine. Christine, elle est là. Voilà, Christine qui dirige la bibliothèque, c'est Tchotchonbach, et sur ses équipes pour œuvrer à son développement. Je les remercie vivement pour leur action depuis toutes ces années, et surtout d'avoir su patienter, parce que ça fait même depuis un moment qu'ils nous en parlent. Voilà, donc la bibliothèque regroupe à peu près 150 000 volumes en libre accès, qui permettent d'accéder à des ressources physiques, mais aussi de nombreuses ressources numériques. Et donc voilà, nous espérons qu'elle va continuer à se développer. La bibliothèque, au-delà de l'aspect spécifiquement documentaire, offre aussi de nombreux lieux, de nombreux espaces de travail pour la formation et la recherche. Je citerai
ce superbe auditorium qui servent bien sûr à la recherche pour de nombreux colloques, mais aussi pour nos superbes conseils académiques que certains demandent. Pourquoi ça te fait rire, Juliette? C'est bizarre. Voilà, donc ça ne sert pas uniquement à la recherche, ou les salles de travail qui sont dispersées dans les étages de la bibliothèque, qui permettent la collaboration entre les étudiants dans des espaces de travail vitrés, au milieu des espaces vitrés, donc c'est des lieux de travail très agréables. Les étudiants ne s'y sont pas trompés, puisque si vous vous baladez dans les étages, et ça quasiment depuis le jour de l'ouverture en décembre dernier, les étudiants sont extrêmement nombreux. Quand on les interroge, voilà, ils sont tous ravis du fait de la beauté des lieux, du fait que la bibliothèque soit moderne et qu'on s'y sent très bien pour travailler. Donc tout ça, voilà, ça nous dit que malgré les vicissitudes que l'on a pu subir pendant les travaux, ça valait le coup d'amener au bout ce projet, puisqu'il rencontre vraiment son public. Donc au-delà de son aspect fonctionnel, entre guillemets, la bibliothèque universitaire est aussi engagée dans l'action culturelle destinée à prendre de l'ampleur par l'accueil d'expositions ou d'événements artistiques. Nous avons donc souhaité faire de cette inauguration un vrai événement culturel. Le choix de l'Oulipo comme fil conducteur de cette journée a été une évidence, l'UPEM entretenant effectivement depuis de nombreuses années des liens avec ce mouvement artistique et ses membres. J'évoquerai tout d'abord le nom de la bibliothèque Georges Perec. Perec, figure oulipienne, est une référence majeure de la littérature et des arts. Perec est un innovateur, comme l'est notre université, enfin j'espère. Sa démarche lie l'expérimentation et l'audace. L'œuvre de Perec se situe, comme notre université, au carrefour de différentes disciplines, les lettres, l'histoire, l'urbanisme, les mathématiques. Perec symbolise aussi la pluridisciplinarité de notre université. On l'a vraiment choisi pour ça. Le nom de Perec, qui va donc si bien à notre bibliothèque universitaire, aussi été choisi en raison du partenariat qui a plus de 10 ans avec les Oulipiens qui animent les ateliers d'écriture chez nous. Il y a d'abord eu les ateliers dans le cadre de l'UFR de lettres et la licence de lettres modernes. Puis il y a eu la résidence que j'évoquais tout à l'heure de Frédéric Forté, qui n'a pas pu malheureusement nous rejoindre aujourd'hui en 2015, qui a animé un projet collectif sur l'écriture du lieu. Tous ceux qui y ont contribué se souviennent de la qualité du matériau poétique produit et du souffle créatif qui a animé notre campus. Cette résidence avait donné lieu à une grande lecture oulipienne, rappelez-vous, les boulons. Les ateliers oulipiens se sont ensuite développés dans différentes formations. J'évoquerai en particulier chez les urbanistes. Je veux si... Non, quelqu'un qui ne va pas? C'est Virginie. Non mais là j'allais te remercier. Donc je voulais remercier, donc pas du tout Virginie, mais Caroline Trotteau, mais également Virginie qui œuvre si efficacement au développement de nombreux projets avec les Oulipiens et de façon générale au rayonnement de l'université. Merci à elle deux, parce que sans elle aujourd'hui, voilà, aujourd'hui et même les jours d'avant, rien, tous les événements qu'on a pu faire avec vous n'auraient pas eu lieu. Donc merci à elle deux. Bon, je le redirai dans l'intimité. Ce 9 octobre, de nombreuses occasions nous sont données d'entendre et de voir des œuvres de Perec et de l'Oulipo. Depuis 9h ce matin, alors est-ce qu'il est arrivé Jacques Jouet? Oui, oui. Il travaille. Non, mais il devait venir nous rejoindre, il devait prendre une pause. Donc je vous indique que c'est son anniversaire aujourd'hui, donc si vous souhaitez, n'hésitez pas à le faire, ça lui fera plaisir. Donc il assure une performance d'écriture d'une série d'épisodes du roman feuilleton La République de Mécouille, c'est comme ça qu'il m'a dit Camille Trotteau de prononcer, retransmise simultanément sur de nombreux écrans. Tout à l'heure il était ici, mais voilà. Et au moment où on est passé tout à l'heure dans la bibliothèque, effectivement on était en train de parler du master Mécouille, et donc le master et la licence de Mécouille, c'était vraiment... Ça fait beaucoup rire la rectrice. Je vous invite également à admirer l'œuvre Portrait en creux de Georges Perec par Étienne Lécroix, tout récemment installé
dans l'escalier de la bibliothèque universitaire à mi-parcours. Nous évoluons, qui est plutôt bien, hein. C'est pas mal, je disais tout à l'heure. Voilà. Donc nous avons la chance aujourd'hui, donc est-ce qu'ils sont bien 10 parce qu'on a marqué 10, non là ils sont 8. Donc 8 membres de l'Oulipo, puisqu'il y en a un qui est en train de taper mes couilles, et un autre qui est en train, malheureusement ne peut pas être là. Pardon, qui souffre, mais pas pour les mêmes raisons que moi. Et donc ils vont nous offrir un beau moment de lecture, je l'espère, avec une sélection de textes de et sur Georges Perec. Donc je les cite: Michel Audin, Marcel Benamou, Eduardo Berti, Benabou, excusez-moi, Paul Fournel, Étienne Lécroix, que j'ai déjà cité tout à l'heure, David Lévin-Becker, Yann Mont. Daniel, j'ai dit quoi? J'arrive à la fin, donc je me dépêche à finir. Je fais des erreurs. Donc Daniel Lévin-Becker, Yann Monk, Olivier Salon, là j'ai pas fait de bêtises, donc qui nous font l'honneur de leur présence aujourd'hui. Et toi, il a dit. Vous voulez que je le redise, allez, je le refais un peu, attends, je parce que t'es mal dit. Donc Michel Audin, ça c'est bon. Marcel Benabou, c'est bon. Peut-être qu'ils peuvent se lever. Oui. Je vous remercie. Alors, on va les présenter. Donc Michel Audin, voilà, qui est là. Marcel Benabou, qui est là. Eduardo Berti, voilà, j'ai cité. Paul Fournel. Étienne Lécroix, donc qui a fait l'œuvre qui est dans l'escalier. Daniel Lévin-Becker. Lévin-Becker. Yann Monk. Ian Monk. J'avais dit qu'il fallait que tu me... Je ne m'as pas dit, Caroline, toutes les prononciations. Olivier Salon. Voilà, et donc je crois que j'ai fait le tour, j'ai oublié personne. Donc merci à tous d'être présents aujourd'hui, et donc je vous passe la parole pour ces lectures. Merci à tous. Merci Président. Je suis très heureux d'être dans une bibliothèque presque conforme. Parce que pour en perdre quelques-uns moi-même, je sais que perdre ces boulons est douloureux, c'est difficile. Donc je me réjouis pour l'inauguration de cette bibliothèque Georges Shaddock-Perec. Travailler sur Georges Perec est difficile parce que tout le monde s'y met. Il y a énormément de choses, il y a très peu de terrains qui n'ont pas été encore exploités. Donc j'ai choisi celui du sport, qui ne s'impose pas, lorsqu'on connaît l'ordre de Perec et sa vie. Donc je l'ai choisi pour cette raison-là précisément. Donc voici quelques mots sur Perec sportif. Donc un peu de ski éloigne de la Révolution, trop de ski en rapproche. Perec a fait du sport. Du moins le raconte-t-il. Il a sauté en parachute pendant son service militaire, il a fait du ski dans son enfance, à Lens-en-Vercors. On peut penser qu'il a quelquefois chevauché un petit vélo à guidon chromé, à moins que ce ne soit le demi-course dont il rénovait la guidoline en pensant à Louison Bobet. Pensée classée. Le champion cycliste lui offrit même un jour un autographe au Parc des Princes. Je me souviens, numéro 27. Mais je ne me souviens pas, moi, de l'avoir vu s'y adonner. Je ne me souviens pas d'avoir traversé Paris à bicyclette avec lui, comme il m'est arrivé de le faire avec d'autres oulipiens ou oulipiennes. Je ne me souviens pas avoir parlé de sport avec lui, comme il m'arrivait de le faire avec Harry Matthews ou avec Jacques Bins, par exemple, comme il m'arrive de le faire aujourd'hui avec Valérie Baudouin, avec Olivier Salon ou Eduardo Berti. Ce que je sais de ses relations riches et complexes avec le sport ne vient donc que de ses livres. Perec était plus âgé que moi de 11 ans. Le sport est générationnel, on le sait. Je me suis donc interrogé sur nos écarts de mémoire sportive à l'occasion de la lecture de son précieux « Je me souviens », paru en 1978. Dans ce recueil de souvenirs, supposé être de tout le monde, Perec fait une place de choix au sport. Sur ces 480 souvenirs, ce sont au moins 40
qui sont consacrés à des événements sportifs ou à des athlètes. Le chiffre peut varier selon qu'on compte ou non la course en sac comme un sport. Comme très souvent, sa mémoire sportive est attachée à la période de la fin de l'enfance et au début de l'adolescence. Dans son peloton de mémoire, on voit passer Abdelkader Zaaf, la lanterne rouge du Tour de France, Louis Caput, Brambilla, Louison Bobet et son frère Jean, professeur d'anglais, la lanterne rouge, Louis Caput, Brambilla, Puy Gobert, Copy, les sœurs Boitchel, Zatopek, mais aussi l'anonyme coureur de 400 mètres qui fut pris à voler dans les vestiaires et dut s'engager pour l'Indochine. Je me souviens, numéro 39, où le spectaculaire Ange Blanc et son tortionnaire, le bourreau de Béthune. Ce sont bien les athlètes de l'après-guerre qui défilent sans ordre et au mépris de leur palmarès. Parfois, Pérec nous les propose en un lot. Je me souviens de plusieurs athlètes, Ouvion, Thiam, Papagallo, Sainte-Rose, Jazzy, Picmal, Pujason, et aussi de Valérie Brumel, qui eut un terrible accident de moto, et de Tero Vanesian. Il est clair que le goût des listes, des inventaires et de la musique des noms l'emporte sans le moindre doute sur la rigueur historique du compte-rendu sportif. Les erreurs sont nombreuses dans les souvenirs athlétiques. Lorsqu'il évoque les 4 mousquetaires du tennis français, Pérec se trompe sur 2. Il place Petra et Destremaux au lieu de Brugnon et Lacoste. Lorsqu'il fait ressurgir fidèlement le grand champion suisse, il écrit « Je me souviens que le cycliste Ferdinand Kubler, Ferdi, portait ses lunettes de soleil en mica avec un serre-tête élastique au-dessus de la saignée du bras, ainsi que le faisaient généralement les champions de ski, alors que les cyclistes les relevaient sur leur front ou au-dessus de la visière de leur casquette. » Numéro 227. Le portrait est fidèle, à ceci près que c'était bien Hugo Koblet qui décrivait et pas Ferdi Kubler. Pérec se moquait de tout cela et refusait de corriger, faisant valoir les incertitudes de la mémoire et suggérant que l'essentiel était ailleurs. Il aurait été étonnant que le sport ne trouvât pas sa place dans la vie mode d'emploi, 78. On le trouve en effet rassemblé au chapitre numéro 73 dans la personne d'Albert Massy, cycliste d'exception au destin tragique, jeune champion prometteur qui, dans les années 20, se frotte avec l'élite du Giro d'Italie et du Tour de France, mais qui, ayant cassé sa fourche dans une descente, se trouve bloqué dans son élan et sa carrière. Il se lance dans le demi-fond, comme Steyer, et connaît une nouvelle déconvenue lorsque son record de l'heure n'est pas homologué pour une stupide faute de règlement. Le Steyer, c'est celui qui conduit, qui est derrière les motos, les grosses motos. Ça se pratique plus du tout aujourd'hui. Écœuré, il devient entraîneur à son tour et prend les commandes de la moto. Il découvre et fait éclore un jeune talent, Lino Marguet, qui fait fureur au Veldiv et à Buffalo. Peu à peu, Massy prend son sport en détestation. Il se mit à haïr ces foules hurlantes qu'il ignorait et adorait stupidement, le héros du jour. Il pousse son poulain au-delà de toute raison et lors de sa tentative de record du monde de l'heure, provoque sa chute et littéralement lui fait exploser la tête. Défiguré, Lino Marguet part vers d'autres amours et d'autres aventures dont il reviendra triomphant et refiguré, mais ceci est une autre histoire. Pour écrire ce chapitre, Pérec mêle à son cahier des charges des références plus ou moins discrètes à des événements cyclistes réels, jouant selon ses règles, mais le plus notable est ce revirement d'attitude par rapport au sport. Comme pour son personnage, le sport devient pour Pérec l'activité qui enferme et qui défigure. W, le souvenir d'enfance, 75, avait déjà utilisé le sport comme métaphore du monstre. La société bâtie sur le mode sportif dans l'île de W n'est rien moins qu'un univers concentrationnaire en voie de durcissement. Ce qui au début est un réseau de règles et un jeu de saine rivalité entre les 4 équipes devient rapidement une prison diabolique. Le Veldiv a changé d'affectation et l'histoire avec sa grande hache a fait le reste. C'est un Pérec plus obscur, plus secret qui se fait jour, celui qui, dès l'âge de 13 ans, alors qu'il admirait ses champions, élaborait déjà une sombre idée du sport. Pendant des années, j'ai dessiné des sportifs au corps rigide, aux faciès inhumains. On ne s'étonnera plus dès lors que le jeune orphelin que Pérec évoque au début du W, je cite, « Jusqu'au milieu des années 1950, j'ai été très à l'aise sur les skis, dévalant sans souci de style ni de leçon,
mais avec une insouciance allègre, n'importe quelle piste de difficulté moyenne, et pouvant même, à l'occasion, aborder les plus périlleuses. Ce jeune orphelin, donc, se soit transformé en un adulte qui, sans hésiter, dans son article « J'aime, je n'aime pas », paru dans l'Arc numéro 76, page 38, déclare en haut de liste détester le sport et les stations de ski. Merci. Je vais lire quelques extraits de ce petit ouvrage qui s'intitule Le Verger. C'est un double hommage en quelque sorte parce que c'est un livre de Harry Matthews qui nous a quittés il y a quelques mois et qui parle de son ami Georges Perec. Donc ça me semblait idéal pour cette lecture. Je me souviens d'avoir plus d'une fois rejoint Georges Perec dans l'autobus ou le métro. Il se mettait toujours à côté d'une fenêtre. Je le reconnaissais de loin. Sa coiffure afro et sa barbiche donnaient à son visage le rayonnement d'un masque primitif. Je me souviens d'avoir demandé à Georges Perec de ne point me parler de 53 jours pendant qu'il y travaillait. Je voulais que le livre achevé me réserve la surprise absolue. Je me souviens d'avoir trouvé Georges Perec à la maison où il vécut, à Villa de Lens, à la sortie et du bourg, à gauche, avant le chemin de la Moraine, et de n'avoir pas pu trouver celle où il vécut à Lançon-Vacourt. Je me souviens de l'admiration que Georges Perec portait à Robert Scipion quand on l'interrogeait sur le mot croisé. Il citait invariablement comme définition cruciverbiste exemplaire le faire du vieux avec du neuf, non-agénaire. Je me souviens de Georges Perec disant « c'est chiant comme la mort ». Je me souviens que Georges Perec voulait absolument que mon livre « Les verts champs de moutarde d'Afghanistan » soit organisé autour d'un palindrome de mots secrets. Il en avait même découvert des preuves irréfutables, comme la permutation de M et de N dans les expressions bombe atomique et formication, alors que je ne l'avais pas fait exprès. Je me souviens que Georges Perec, pendant qu'il écrivait La vie mode d'emploi, ne supportait pas certains sujets de conversation. Qu'est-ce que cela peut bien me foutre? Je me souviens d'être rentré avec Georges Perec après dîner pour fumer de l'herbe et écouter de la musique classique. Des œuvres grandioses comme le Requiem de Brahms. Couchés sur le tapis du salon, nous roulons du plaisir au point culminant. À ce moment-là, j'aurais vu le prendre dans mes bras. Je me souviens que je n'étais pas d'accord avec Georges Perec à propos de Au-dessus du volcan, des romans de Tolstoï, de Thomas Mann et de Peanuts. Je me souviens que quand je lui ai fait remarquer qu'en parlant des objets, il valait mieux utiliser apporter plutôt que amener, Georges Perec déclara « Je conchis la langue française ». Je me souviens que Georges Perec aimait skier. Je me souviens qu'au cours de mon dernier entretien téléphonique avec Georges Perec, lui était à Paris, moi à New York, il m'annonça qu'il avait une tumeur au poumon et qu'il allait subir une intervention chirurgicale 6 semaines plus tard. Il me demanda s'il pouvait passer une partie de sa convalescence chez nous.
Après l'hôpital, après un deuxième mois chez les parents de Catherine B., il arriva à Lons-en-Vercors le 13 mai, au moment où le verger commençait à fleurir. Il était extrêmement pâle. J'avais du mal à m'accoutumer à ses cheveux coupés en brosse et son absence de barbe. Il voulait que son apparence signifie sans équivoque qu'il avait commencé une vie nouvelle. Pourtant, l'air de la montagne le remonta rapidement, son visage reprit ses couleurs, son pas se raffermit. Je me souviens de George Braque à la fin d'une brève excursion, un peu essoufflé, debout dans l'herbe en descente de la colline, s'appuyant contre un prunier, souriant de plaisir pendant qu'il dévisait avec ses visiteurs de vieux amis venus de loin pour le voir, en ton voile, le peintre Valène, Jérôme et Sylvie, un couple qu'il connaissait depuis des années et pour qui il avait une affection particulière. Rappel de quelques-unes des histoires racontées dans cet ouvrage. Il s'agit de La vie me donne poids, qui est une véritable bibliothèque en soi. Le chiffre renvoie au chapitre où cette histoire apparaît, généralement pour la première fois, mais pas forcément dans sa totalité. Histoire de l'acrobate qui ne voulut pas descendre de son trapèze, 13. Histoire de l'acteur qui simula sa mort, 54. Histoire de l'actrice australienne, 79. Histoire de l'admirateur de Lomonosov, 60. Histoire de l'américaine excentrique, 55. Histoire de l'ancien combattant des brigades internationales, 45. Histoire de l'ancien vétérinaire amoureux d'une Marseillaise moustachue, 85. Histoire des anciens concierges, 35. Histoire de l'anthropologue incompris, 25. Histoire de l'antiquaire et de ses montres, 66. Histoire de l'archéologue trop confiant dans les légendes, 2. Histoire de l'archiviste espagnol, 80. Histoire de l'aviateur argentin, 55. Histoire de l'avocat neurasthénique installé en Indonésie, 54. Histoire du passé Freischütz, 59. Histoire de la belle italienne et du professeur de physique-chimie, 27. Histoire de la belle polonaise, 57. Histoire du bijoutier qui fut assassiné 3 fois, 50. Histoire du botaniste frustré, 72. Histoire du bourrelier, de sa sœur et de son beau-frère, 73. Histoire du bourrelier de Chirsik, 60. Histoire du boxeur noir qui ne gagnait pas un seul match, 40. Histoire de la cantatrice russe, 6. Histoire du capitaine qui explora la Nouvelle-Guinée, 80. Histoire du chef de travaux qui eut la main arrachée, 7. Histoire du chef magasinier qui rassembla les preuves de la survie d'Hitler, 91. Histoire du chimiste allemand, 62. Histoire des 5 sœurs qui toutes réussirent, 89. Histoire du clown de Varsovie, 57. Histoire du comte de Gleichen, 10. Histoire du couple de serviteurs qui se rencontra à l'exposition universelle, 83. Histoire du critique d'art qui chercha le chef-d'œuvre, 87. Histoire du cuisinier amoureux du théâtre, 55. Histoire du cuisinière bourguignonne, 90. Histoire de la dame avec ses haricots verts, 35. Histoire de la dame qui s'inventa des nièces, 89. Histoire de la danseuse qui se vit avorter, 88. Histoire du décorateur qui dut démolir la cuisine dont il était si fier, 65. Histoire de la dernière expédition à la recherche du Franklin, 44. Histoire des 2 géants de l'industrie hôtelière, 87. Histoire des 2 marchands avares, 54. Histoire du diplomate suédois, 31. Histoire de la doyenne de l'immeuble, 20.
Histoire de l'expert autodidacte, 39. Alors, le texte que je vais lire ici a été écrit à mi-parcours du CPER, c'est-à-dire durant l'été 2003. Et le titre en est « Feu les bibliothèques », ça s'écrit F-E-U-E-S, les bibliothèques. Ciel bleu, pas un nuage, pas de signe avant-coureur, pas de prémisse, pas un soupçon. La parfaite tranquillité de l'été. Et le charme qui accompagne l'insouciance de cette tranquillité. Une sorte de volupté sereine. Rien n'indique le drame qui se prépare dans l'ombre. Peut-être précisément parce qu'il n'y a pas d'ombre. Rien n'annonce la trame du drame qui avance à pas couvert, à pas sournois. À y regarder de plus près, l'ambiance est lourde. Pas suffocante, en tout cas pas encore, mais électrique. Tout est figé, immuable comme le sphinx en plein désert dans la plénitude de l'été radieux. Et puis soudain survient, comme un souffle d'air chaud, un zéphyr brûlant qui semble rafraîchir par le simple déplacement de l'air. Les joues gonflées paraissent momentanément soulagées. On comprend vite qu'on a le visage en feu. Et le premier signe se fait entendre. Oh, c'est à peine un bruissement. Une feuille qui frémit dans l'air brûlant, qui se froisse et fait entendre sa peine dans un gémissement lointain. Une première peine, à peine une plainte. Une sourde et plaintive peine, presque silencieuse. Mais dans l'espace clair et lumineux de l'été, qui voudrait entendre cette plainte chétive? Alors, s'enfle le bruissement. Cette feuille froissée parcourt l'échine et transmet les ventres et des nœuds de son onde à sa voisine. Une deuxième feuille crisse à son tour, suivie d'une troisième qui craque. Et bientôt le livre prend, le livre se met à crier. Avez-vous seulement déjà entendu hurler un livre dans la sérénité de l'été? Maintenant, le livre brûle. Lentement, feuille après feuille, il se consume. Les pages ont à peine le temps d'être lues, elles sont inexorablement détruites. Les pages sont dévorées les unes après les autres, définitivement dévorées sans retour possible. En d'autres temps, d'autres livres ont déjà été dévorés avec flamme, avec passion. Mais alors le souffle dévorant n'était que le prétexte à la transmission du fruit découvert comme un passage de témoin. Dans le cas présent, l'irrémédiable se produit. Les pages brûlent dans le silence de l'été. Personne n'y peut rien. Le brasier lui-même est presque silencieux. Il s'étouffe sans jamais s'éteindre, comme il étouffe ses propres cris pour ne blesser personne. Et de fait, rarement incendie n'aura été aussi discret, aussi invisible, à ce point inaudible, presque secret. Et lorsque l'ouvrage est consumé, comme un doigt parcheminé qui s'efface insensiblement, c'est le livre voisin qui prend à son tour le doigt voisin, de plus belle, et bientôt la main tout entière y passe. Dans un éblouissement, il s'évanouit, sans un bruit. Du livre, il faudrait tout arracher pour tout préserver. Même noirci, conserver les pages, les éloigner de l'âtre infatigable, de l'ogre insatiable, de ce Goya dévoreur de papier. Cette page à la noblesse accueillante dont la présence est là, généreuse, sanglante de retour, et qui disparaît à tout jamais dans la gueule béante et fumante de l'oubli. Hélas, ici, c'est la fin. Peu à peu s'épuise la bibliothèque. Une à une s'éteignent les lumières des ouvrages définitivement comme des paupières que l'on referme à jamais sur les yeux des amis qui viennent de partir. La symphonie des adieux. Le bras est arraché, le suivant subit le même sort. La tête semble avoir un temps résisté, mais affaiblie, elle succombe bientôt comme vidée de sa substance, de la richesse que toute une vie n'avait pas encore remplie. Oh, le phénomène n'est pas unique. Rien ne semble pouvoir combler la voracité de l'ogre. Partout, les livres brûlent et les bibliothèques s'enflamment. Dans le calme des quartiers retirés de la capitale, les jambes des bibliothèques s'affaissent. Dans les rues plus animées, les troncs se calcinent. Dans les pavillons de banlieue, les têtes des bibliothèques se vident et disparaissent. Dans les villes de province, les pieds ne soutiennent plus l'édifice et s'effondrent. Dans les campagnes, tout aussi bien, les dos se cambrent, les échines se courbent et puis cassent. Au bord de mer, les épaules se voûtent et brutalement cèdent. Le cuir crisse et se plisse. Les yeux des livres roulent et puis lâchent. Les livres n'ont plus d'oreilles. Ils s'évanouissent partout de la même façon, progressivement, lentement.
intégralement. Le papier brûle et personne ne le voit. Le brasier étincelle et chacun en est aveugle. Personne ne constate la catastrophe. Les pompiers ne sont même pas alertés, car le papier se consume dans le calme et dans la nuit, sans la moindre lumière apparente, sans alerte. Car ce serait assurément l'alerte nationale, le branle-bas de sauvegarde. Non, dans l'ignorance de qui ne veut ni voir ni entendre, les bibliothèques disparaissent peu à peu. Brutalement, dans la chaleur silencieuse de cet été-là, 15 000 bibliothèques ont brûlé. 15 000. Des millions d'ouvrages volatilisés en 4 semaines à peine. Alexandrie, que ne nous as-tu pas appris? Par quelle infortune a-t-on pu permettre le renouvellement de la tragédie funeste? La sueur des corps qui dégoûte ne suffit pas à éteindre cette folie. Bien au contraire, elle semble attiser la chaleur et presser la consomption des rares feuillets qui auraient eu la velléité de résister. En ce temps-là, c'est Fahrenheit 902, la température à laquelle s'enflamment directement et se consument les hommes libres. Autrefois, les autodafés précédaient les pogroms et les massacres de Mars. Cette fois-ci, les drames sont concomitants, ou même presque inversés. C'est l'autodafé des hommes libres. Et oui, rappelons-nous la formule si juste du grand sage et poète malien, Amadou Hampâté-Bâ, une des rares formules africaines à être passée dans le langage courant. Quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Et cet été-là, l'été 2003 en France, dans l'indifférence générale et en à peine un mois, 15 000 bibliothèques ont brûlé. C'est malin le coup de la marche. Il fallait penser. En 2001, j'ai commencé mon livre « Les systèmes hamiltoniens et leur intégrabilité » par ces quelques phrases. Les lecteurs studieux lisent dans les bibliothèques. Les professeurs font leurs cours. Les comptables alignent des colonnes de chiffres. Les apprentis pâtissiers fourrent de crème au beurre des rangées de petits choux. Les pianistes font leur gamme. Assis à leur table, méditatifs et concentrés, les écrivains alignent des mots. Une liste issue d'Espèce d'espace de Georges Perec, dont je vais vous parler ici, des lecteurs studieux dans les bibliothèques et des écrivains méditatifs et concentrés. Donc je vais aligner pas des chiffres, pas des choux à la crème, mais des bibliothèques, pas des bibliothèques célèbres mentionnées dans les livres célèbres d'auteurs célèbres. Tant d'auteurs célèbres ont écrit sur les bibliothèques que je n'ose en dresser même un embryon de liste. Mais seulement quelques-unes des bibliothèques que j'ai fréquentées et quelques-unes des choses que j'y ai apprises. Bibliothèque, mode d'emploi donc. Et puis il y a une numérotation. Elles sont numérotées de 1 à 888. 1. Bibliothèque municipale d'Argenteuil, année 1960. Rayon en bois, trop haut, livres jaunis, reliures de toile, globalement désapprouvés par ma mère pour raisons hygiéniques, ont été touchés par n'importe qui. Le son, la lecture est un plaisir malsain. 3. Bibliothèque mathématique, école normale supérieure de jeunes filles, année 70. Très pauvre, puisque les jeunes filles ne doivent apprendre qu'à devenir professeurs. J'y découvre la bibliothécaire, Mireille, qui m'apprend que si on a besoin d'un livre, il faut le demander, et que souvent ça suffit. 2. Bibliothèque mathématique, Jussieu, années 70, 45-55, 4e étage. Il y a tout, je le sais. Mais je ne trouve jamais ce que je cherche. Je ne vois jamais personne à qui je puisse oser le demander. La bibliothèque a déménagé depuis plusieurs fois pour cause de désamiantage. Elle se trouve aujourd'hui dans un lieu plus agréable de Jussieu. Le classement est toujours le même, mais il m'arrive d'oser demander. Les livres sont maintenant au-dessous du niveau de la Seine, tout proche. Pourtant, l'humidité est la pire ennemie des livres, ce qui ne m'empêche pas de lire dans ma baignoire. 11.
Bibliothèque mathématique, Orsay, année 1980. Tous les livres sont exclus du prêt, donc ils sont là, présents, disponibles. Ils sont rangés par ordre alphabétique d'auteur, donc accessibles. Et si on ne trouve pas, on peut s'adresser à des bibliothécaires qui semblent heureux de vous aider. Je ne me souviens pas de l'auteur ni du titre, mais c'était un livre jaune. 80% des livres de mathématiques sont jaunes. Et elle trouve. 4. Bibliothèque de la ville de Paris, Féderbe. C'est un général et un colonisateur, c'est le nom de la rue. Années 80. Leçon, je m'approche pour la première fois du classement décimal et de son vertige taxinomique. Heureusement, je ne lis que des romans qui n'y sont pas soumis. 6. Bibliothèque de l'Université du Québec à Montréal, 1992. Je ne trouve rien. Heureusement, le fichier est informatisé. Je cherche une Bible de la géométrie algébrique dont les auteurs sont Griffiths et Harris. J'entre Griffiths et je trouve 300 réponses. J'ajoute et Harris, et maintenant 700. Ce n'est pas la même chose chercher le livre de Griffiths et les livres de Harris, c'est-à-dire les livres de Griffiths ou Harris, que de chercher les livres de Griffiths et Harris. 40. Bibliothèque enfantine, Outremont, Montréal, 1992. Pas besoin de réfléchir. Mimi et Cracra ou Mimi ou Cracra. Les Mimi Cracra sont en vue dans un bac. Même les enfants encore illettrés s'en tirent. 24. Bibliothèque mathématique, Strasbourg. Retour au classement alphabétique. Leçon. Je découvre ce que tout le monde connaît sous le nom de théorie du bon voisin, qui est parfois un voisin du dessous, qui a souvent lui-même un voisin, et ainsi de suite. De sorte qu'on essaye aussi de m'enseigner que un professeur d'université ne s'assied pas par terre, sans succès. À force d'ouvrir des vieux livres, assis en tailleur sur la moquette, je trouve un jour un ancien fantôme oublié, à contre-emploi, dans le livre qu'il a un temps remplacé sur le rayon, fantôme d'un mathématicien mort en déportation. On peut se demander ce qui, dans la version électronique du livre, va remplacer le fantôme des lecteurs précédents, les notes qu'ils ont griffonnées dans les marges. C'est une digression. Il y en aurait d'autres. Je ne vous parle pas du coffre, pour des raisons de sécurité évidentes, mais je pourrais vous parler du rayonnage compact, une solution temporaire au problème de l'espace. Et si j'étais Stern, comme dit Pérec, ce qui m'autoriserait toutes les digressions, je vous parlerais de l'accroissement des bibliothèques, et je vous dirais que je veux croire, contrairement au capitaine Nemo, que l'humanité va continuer à penser, à écrire et à lire. 7. Médiathèque André Malraux, Strasbourg, année 2000. Tiens, un nom d'écrivain ou de ministre. Une autre solution au problème de l'espace. On sort du catalogue, donc des rayons, des livres qui ne sortent pas, ne sont pas empruntés. Dommage pour les lecteurs qui utilisent la bibliothèque comme une bibliothèque de consultation. Un lieu où une activité individuelle, intime, prend des allures d'occupation collective. 888. Bibliothèque nationale de France, Rez-de-Jardin. Serveur électronique. Descente à travers un univers métallisé qu'il est tentant, mais serait inadapté de qualifier de kafkaïen, ne serait-ce que parce que Kafka ignorait, je crois, les escaliers mécaniques, en tout cas pour descendre. Arriver dans le paradis du travail et de la lecture. On s'installe, bonheur de la concentration, assis à leur table, méditatifs et concentrés, les écrivains alignent des mots. Leçon, lire et écrire sont essentiellement la même chose. La liste vraiment exhaustive de toutes les bibliothèques que j'ai fréquentées comprendrait plusieurs bibliothèques d'universités américaines, la bibliothèque La Nuit, la bibliothèque littéraire Jacques Doucet, et surtout sa réserve, bon j'en passe, la bibliothèque de l'Institut Mittag-Lefebvre, près Stockholm, et ses incunables, la bibliothèque nationale rue Richelieu, et encore d'autres, jusqu'à la bibliothèque Georges Perec, où nous nous trouvons ce soir, qui porte enfin le nom d'un écrivain. Lire, écrire, je me souviens qu'on n'écrit pas les choses sans lire l'éducation sentimentale. Histoire du faiseur de puzzle, 8.
Histoire de la famille Graciolet, 21. Histoire de la femme de chambre qui eut un fils dont on ne connut jamais le père, 83. Histoire de la femme du faiseur de puzzles, 53. Histoire de la femme qui fit apparaître 83 fois le diable, 65. Histoire de la femme qui fonda une imprimerie en Syrie, 48. Histoire de la femme qui tint en tripot, 21. Histoire des fêtards qui donnèrent un concert matinal, 92. Histoire de la fiancée capturée par les barbaresques, 78. Histoire de la fille de banquier qui voulait faire du théâtre, 55. Histoire de la fille trop grosse et de sa tour, 40. Histoire du garçon de café, 61. Histoire du grand-père qui se faisait la barbe, 71. Histoire du hamster privé de son jeu favori, 81. Histoire du haut fonctionnaire méfiant et de sa femme vindicative, 86. Histoire de l'homme qui acheta le vase de la passion, 22. Histoire de l'homme qui crut découvrir la synthèse du diamant, 14. Histoire de l'homme qui peignit des aquarelles et en fit faire des puzzles, 26. Histoire de l'homme qui rayait les mots, 60. Histoire de l'homme qui sauta sur une mine en Algérie, 58. Histoire de l'homme qui voulut faire fortune en important des pots, 21. Histoire de Hortense, 41. Histoire de l'importateur de Lisbonne et de son correspondant égyptien, 70. Histoire de l'industriel allemand amateur de cuisine, 36. Histoire du jazzman jamais content, 75. Histoire du jeune couple qui acheta une chambre à coucher, 98. Histoire du jeune couple qui était logé par les beaux-parents, 30. Histoire de la jeune fille mère que seul son grand-père ne renia pas, 50. Histoire de la jeune fille qui s'enfuit de chez elle, 31. Histoire du jeune homme de Tonon qui un jour ne fit plus rien, 52. Histoire de Johann Sigismund Kusser, 7. Histoire de Lady Forthright et de son cocher, 4. Histoire du Lord qui cachait ses passions secrètes sous des manies factices, 90. Histoire du lycéen déporté, 43. Quand a été décidée cette lecture, on nous avait dit qu'il fallait lire des textes de ou sur Georges Perec et, si possible, en rapport avec les bibliothèques. C'est mieux comme ça? Ça va très bien. Donc, il y a deux très beaux textes de Perec autour de la lecture et des bibliothèques. L'un qui s'appelle Note brève sur l'art et la manière de ranger ses livres, qui a eu beaucoup de succès, qui est très souvent cité, et un autre que je trouve tout aussi intéressant et qui s'appelle Lire, esquisse socio-physiologique. C'est une façon de voir la lecture intéressante. Donc ce sont des extraits de cet article-là, donc Lire, esquisse socio-physiologique, que je vais vous lire. Pas tout à fait, je ne lis pas tout, hein, j'ai pris quelques phrases. Alors, lire est un acte. Je voudrais parler de cet acte et de cet acte seulement, de ce qui le constitue, de ce qui l'entoure, non de ce qu'il produit, la lecture, le texte lu, ni de ce qui le précède, l'écriture et ses choix, l'édition et ses choix, l'impression et ses choix, la diffusion et ses choix, etc. Quelque chose, en somme, comme une économie de la lecture sous ses aspects ergologiques, physiologie, travail musculaire, et socio-écologique, son environnement spatio-temporel. Et la note, donc, cette esquisse socio-physiologique, va être découpée en deux parties, deux espèces de chapitres, l'un qui s'appelle « Le corps » et l'autre qui s'appelle « Les entours », l'entour, pardon. L'autour. Dans la partie le corps, je lirai simplement le paragraphe qui s'appelle « Posture ».
La posturologie de la lecture est évidemment trop liée aux conditions d'environnement, que je vais examiner dans un instant, pour que l'on puisse l'envisager en tant que telle. Ce serait une recherche pourtant fascinante, intrinsèquement liée à une sociologie du corps, dont on peut s'étonner qu'aucun sociologue ou anthropologue ne se soit soucié de l'entreprendre, en dépit du projet proposé par Marcel Mauss. En l'absence de toute étude systématique, on ne peut qu'esquisser une énumération sommaire. Lire debout, c'est la meilleure façon de consulter un dictionnaire. Lire assis, mais il y a tellement de manières d'être assis, les pieds touchant le sol, les pieds plus haut que le ciel, le corps renversé en arrière, fauteuil canapé, les coudes appuyés sur une table, etc. Lire couché, couché sur le dos, couché sur le ventre, couché sur le côté, etc. Lire à genoux, les enfants feuilletant un livre d'images, les japonais. Lire accroupi, citation de Marcel Mauss. La position accroupie est, à mon avis, une position intéressante que l'on peut conserver à un enfant. La plus grosse erreur est de la lui enlever. Toute l'humanité, excepté nos sociétés, l'a conservée. Lire en marchant. On pense surtout au curé qui prend le frais en lisant son bréviaire. Mais il y a aussi le touriste qui déambule dans une ville étrangère, un plan à la main, ou qui passe devant les tableaux du musée en lisant la description que les guides en donnent. Ou bien marcher dans la campagne, un livre à la main, en lisant à voix haute. Il me semble que c'est de plus en plus rare. Et on passe donc au deuxième chapitre, l'autour. On peut, très grossièrement, distinguer deux catégories de lecture. Celle qui s'accompagne d'une autre occupation, active ou passive, et celle qui ne s'accompagne que d'elle-même. La première conviendrait à un monsieur qui feuillette un magazine en attendant son tour chez le dentiste. La seconde conviendrait à ce même monsieur qui, de retour chez lui, en paix avec sa denture, s'assoit à sa table pour lire les souvenirs d'une ambassade en Chine par le marquis de Mogès. Il arrive donc que l'on lise pour lire, que la lecture soit l'unique activité d'un moment. Un exemple en est donné par les lecteurs assis dans la salle de lecture d'une bibliothèque. En l'occurrence même, la bibliothèque est un endroit spécial réservé à la lecture, un des seuls lieux où la lecture soit une occupation collective. Lire n'est pas nécessairement une activité solitaire, mais c'est généralement une activité individuelle. Il arrive que l'on lise à deux, temps contre temps, ou l'un par-dessus l'épaule de l'autre, ou bien on relit pour quelques autres à voix haute. Mais l'idée de plusieurs personnes lisant en même temps la même chose a quelque chose d'un peu surprenant. Des gentlemen dans un club lisant le Times, un groupe de paysans chinois étudiant le petit livre rouge. Un autre exemple me semble particulièrement bien illustré par une photo parue il y a plusieurs années dans l'Express à l'occasion d'une étude d'ensemble sur l'édition en France. Elle représente Maurice Nadeau enfoncé dans un confortable fauteuil entouré de piles de livres plus hautes que lui. Ou bien encore un enfant lisant ou s'efforçant de lire le chapitre d'histoire naturelle sur lequel il craint d'être interrogé le lendemain. On pourrait sans mal multiplier les exemples. Ce qui me semble les relier, c'est que chaque fois, ce lire pour lire se rattache à une activité studieuse, à quelque chose qui est de l'ordre du travail ou du métier, de l'ordre en tout cas de la nécessité. Il faudrait évidemment préciser davantage, et en particulier trouver des critères à peu près satisfaisants pour distinguer le travail du non-travail. Dans l'état actuel des choses, il me semble pertinent de marquer cette différence. D'un côté, une lecture, disons, professionnelle, à laquelle il importe de se consacrer tout entier, d'en faire l'objet unique d'une heure ou d'une journée. De l'autre, une lecture, disons, de loisir, qui s'accompagnera toujours d'une autre activité. C'est en effet ceci qui, pour les propos qui m'occupent, me frappe le plus dans les manières de lire. Non pas que la lecture soit considérée comme une activité de loisir, mais que d'une manière générale, elle ne puisse exister seule. Il faut qu'elle soit insérée dans une autre nécessité, il faut qu'une autre activité la supporte. La lecture est associée à l'idée d'un temps à remplir, un temps mort dont il faut profiter pour lire. Peut-être cette activité porteuse n'est-elle que le prétexte de la lecture, mais comment savoir? Un monsieur qui lit sur la plage, est-il sur la plage pour lire ou lit-il parce qu'il est sur la plage? La fragile destinée de Tristram Shandy lui importe-t-elle vraiment plus que le coup de soleil qu'il est en train de prendre sur les mollets? Ne convient-il pas, en tout cas, d'interroger ces environnements de la lecture?
Lire, ce n'est pas seulement lire un texte, déchiffrer des signes, arpenter des lignes, explorer des pages, traverser un sens. Ce n'est pas seulement la communion abstraite de l'auteur ou du lecteur, la noce mystique de l'idée et de l'oreille, c'est en même temps le bruit du métro, le balancement d'un wagon de chemin de fer, la chaleur du soleil sur une plage, les cris des enfants qui jouent un peu plus loin, la sensation de l'eau chaude dans la baignoire ou l'attente du sommeil. Bon, on va tenter une petite sorte de performance là. On va tenter. Il est où là, Olivier? Là. Il est là. Pourquoi tu es là, toi? Non, bah, Georges Perec a écrit un livre qui s'intitule Les Revenantes, où il n'y a que le voyelle E. Enfin, R-E-V-E-N-E-N. Enfin, il y a de toutes les consonnes plus le voyelle E, n'est-ce pas? Donc, j'ai demandé à Olivier de lire la première page de cet ouvrage. Après, je vais lire ma version en anglais. Eduardo va lire sa version en espagnol. C'est juste la première page. Hein. Parce qu'en fait, la première page, c'est intéressant parce que là, il triche presque pas. Après, ça devient un peu n'importe quoi. Et le principe général, il faut peut-être plus dire le principe général. à la fin, je vais lire ma version en français en l'hypogramme en E. Le contraire. Donc c'est le contraire. Oui, vous voyez ce que je veux dire. Donc, Non, mais l'hypogramme, peut-être tout le monde ne connaît pas le mot. Ouais, on coupe les lettres. On n'a pas le droit d'utiliser certaines lettres. Donc, Georges Perec a écrit Les Revenantes, où il y a, c'est ce qu'on appelle chez nous un monovocalisme, donc il y a une seule voyelle. Mais en fait, c'est un hypogramme en A, I, O et U, et quelquefois Y. Parce que Y, c'est... S'autorise parfois. Donc, Mais avec une orthographe, conchiée, on va dire. non. C'est-à-dire que Perec s'autorise tout ce qui pourrait La première page, être c'est presque être sans prononcé. tricher. C'est presque sans tricher. Non. Ouais, si. Vous savez quoi? Évêque d'Exeter est très Non. Évêque, dès la première page, s'écrit Il a décidé E-V-E. que le U ne sert à rien après le Q. Oui, voilà, il n'y a pas que ça. Après le Q, qui a besoin de U? Bon, voilà. Bon, allez. Telles des chèvres en détresse, 7 Mercedes-Benz vertes, les fenêtres crêpées de Repsgrège, descendent lentement West End Street et prennent sénestrement Temple Street vers les vertes venelles semées de hêtres et de frênes, près desquelles se dresse, svelte et empesé en même temps, l'évêché d'Exeter. Près de l'entrée des thermes, des gens s'empressent. Quel secret recèlent ces fenêtres scellées? Qu'est-ce que c'est? C'est l'excellence. C'est l'excellence d'évêque. Cette démente, c'est des vedettes, belles hébétées, quelques mémères édentées. Let's bet 3 pence. C'est Mel Ferrer, prétend quelques bonnets experts en western. Mayfess, c'est Peter Sellers, démente ensemble 7 zèbres fervents de télé. Mel Ferrer, Peter Sellers, never, jetai-je, excédé. C'est Bérengère de Brément-Brévent. Bérengère de Brément-Brévent, répètent les gens que cette exégèse rend perplexe. Certes, reprends-je, Bérengère the Queen, Bérengère the Legs, celle que Dresde et que Leeds révèrent, celle que vénèrent et le Rex et le Select et Pleyel. Bérengère, déesse éthérée des scènes, vedette d'entre les vedettes, fée des kermesses et des fêtes. 737 prêtres l'encensent. Dès qu'elle entre en scène et entreprend d'enlever ses vêtements, 100 mecs se pètent le cervelet. Et qu'est-elle censée chercher chez l'évêque?
Ces messes ne me semblent de même espèce, et mets quelques pets secs en Béret et en Spencer. Ne te méprends des manches que Bérengère se rend chez l'évêque. C'est de règle. En effet, l'évêque est le frère d'Herbert Merelbeck, le pépé de Thérèse Merelbeck, et Thérèse Merelbeck est l'élève préféré de Bérengère. C'est presque son tricher. Bon, donc le challenge, n'est-ce pas, comment on dit en français maintenant, c'était de le refaire en anglais presque sans tricher, en espagnol presque. The Exeter text. Deep dental screens, the 7 green Mercedes-Benzes resembled pestered sheep. They descended West End Street, swerved left, entered Temple Street, then swept between the green Vernels, beeches, elms and elders. These trees enkernelled ecstasy, svelte yet nevertheless erect, steeples. Pecked men pressed between the firm's entries. The screen Mercedes' secrets perplexed them. See them? Them's your excellence, your reverend excellence. Peewit, them screen men, the teethless shrew yelp. Let's bet 3 pence Mel Ferrers here, the demented Western expert decreed. Excrement! Peter Sellers the better's bet, jeered ensemble de TV septet. Mel Ferrer, Peter Sellers, never, yelled in red and me. She's Bérengère de Brevant. Bérengère de Brevant? The yet reblooded? Yes, Bérengère the Queen. Bérengère the Legs. Dresden even Leeds cheer her. The Rex, the Selects, the Cleo revere her. Bérengère the Sens Heben, the creme de cremes. French fêtes, French sprees, best belle. Endless brethren sense her when she enters the scene and sheds her dress. Meekless men degender themselves. Then tell me her present schemes. Peter see me? Her genre meseems never seek vespers. The Spencer Berwick and Shell jerk reflected. Nevertheless, Bérengere's ever-present shed reverent excellence. He's Herbert Marlbrecht's Brer, see? Herbert's Therese's Marlbrecht's engenderer, then Therese's Bérengere's best fille. En espagnol, ça s'entend terriblement, le monovocalisme, parce que les « et », c'est « et ». C'est même pas « e », c'est « et ». Vehementemente, 3 Mercedes-Benz verdes pretenden descender en el presente West End Street, entre eneques perennes que mece el breveche. De repente se meten del revés en Temple Street. Se les ve detenerse en el Neme en el que se yergue el templete de Exeter. Enfrente, gente pedestre que ve crecer el estrés cree que se merece entender que se teje. ¿Qué ves? Es de Reverend, gerente celeste del creyente. ¡Qué demente que eres! ¿Me descrees? Es que se ven descender gente célebre del jet set. Let's bet 3 pence. Ese es Mel Ferrer. Cree que se excede en ver westerns. ¡Qué memes! Ese es Peter Sellers. Emprenden 3 peleles de lentes que ven TV. Mel Ferrer, Peter Sellers, never les espeté. Es Bérengère de Brevent. Bérengère de Bremen, ¿qué? Brevent, deletré. Bérengère de Queen, Bérengère de Lex. Se le ve entretener kermeses en Dresden, en Leeds. Ejerce de excelente vedette requete sex. Se desprende el bretel enfrente de mequetrefes endebles en el Rex, en el Select, en el Pleyel. Es de excederse en el destete, de querer que se le ve, que se le desee, de querer que se erecte el pene. Jeje, ¿qué merced de Reverend pretende tener Bérengère? Me reprenden 3 mequetrefes en esperanza. Espérese, seré breve. Es menester se enteren de que de Reverend es el jefe de Herbert Meckerbecke, que este semestre es el bedel de René Lebel, que es el chef per se de Bérengère. La réapparition.
pour que tout le monde comprenne ce qui se passe. Là, on parle dans des langues bizarres. Là, c'est en français. À l'instar d'un mouton battu, le BMW marron, tout vitrail obscurci par un drap noir, prit Church Road, tourna au coin d'Almondsbury Circus, parmi les plantations d'acacias, buis, sapins, puis stoppa dans le cours du palais pontifical d'Oxford. Tout autour, un ramassis d'abrutis s'intriguaient. Qui s'abritait dans l'auto? Alors, qui sont-ils? L'Altissimus Bishop of Oxford. Sois pas idiot, ici nous avons VIP incognito, dit un papy sans un poil sur le crâne. Parie en 3 sous qu'il s'agit de Harrison Ford, qui est un fan d'Hollywood. Mon cul. On dirait plutôt Hugh Grant, propose un accro d'humeur roast beef. Harrison Ford, Hugh Grant, not a bit of it, j'insistais furibond. Il s'agit d'Alma de Brabant. Alma de Brabant. Tout un chacun rabâché, abasourdi par mon propos. Pas tout à fait, j'ajoutais. Alma, le star porno aux USA, le top tapant du hard mondial, le Kama Sutra ambulant, d'Angola jusqu'au Zanzibar, il n'y a aucun gars qui dirait non. Quand son slick choix moignon vont brandissant chacun un goupillon. Alors, qui l'aurait cru ici? J'aurais jamais cru qu'Alma faisait sa communion, clame un bigot pour ton costard papillon Ray-Bans. Mais si j'insistais, elles m'ont surtout Ursula Morlbach, dont Harold Morlbach, son papy, mais aussi le frangin d'Armand Morlbach, l'Altissimus, dont grand-tonton Ursula la connaît. Alma va voir l'Altissimus pas mal. N'ayant pas compris l'Olibrius, Uta puis Razi, son machin noisissant sur son pif. Tous vos frangins, grand-tonton, papy, sont tout à fait obscurs pour moi. Trouvons tout ça plutôt chiant. J'abandonnais nos discussions sans fin. J'allais tout droit, puis marchais jusqu'à la maison de Hannah. Histoire du magistrat et de son épouse qui devint cambrioleur, 83. Histoire de Mark Twain, 94. Histoire du médecin dont un patient avait été empoisonné sur l'ordre de William Randolph Hearst, 59. Histoire du médecin qui fut dupé, 96. Histoire du messager de l'empereur, 77. Histoire du metteur en scène qui méprisait les grands classiques, 75. Histoire du missionnaire dont la femme enseignait la gymnastique, 72. Histoire du motocycliste malchanceux, 75. Histoire de l'officier qui abandonna sa patrouille, 65. Histoire du panarchiste rescapé, 73. Histoire du patron pingre, 61. Histoire du peintre qui peignit l'immeuble, 17. Histoire du peintre qui pratiquait la nécrophilie, 97. Histoire de la petite fille à l'imagination inquiétante, 82. Histoire du petit Tunisien, 57. Histoire du poète Jean-Baptiste Rousseau, 22. Histoire du portraitiste et de ses systèmes, 59. Histoire du producteur de télévision, 13. Histoire du professeur d'histoire qui fut attaché culturel aux Indes, 46. Histoire du propriétaire qui jouait du fifre et écoutait la TSF, 95. Histoire des 4 jeunes gens bloqués dans l'ascenseur, 38. Histoire du riche amateur d'opéra, 52. Histoire de la secte des 3 hommes libres, 3. Histoire du sergent-chef qui mourut en Algérie, 35. Histoire du soldat de première classe le plus décoré d'Océanie, 79. Histoire du squelette manchot, 67. Histoire des 3 voyous assassinés,
84. Histoire du violoniste jaloux, 95. Histoire du vieux domestique qui accompagna son maître autour du monde, 15. Alors, Georges Perec a inventé une forme que j'apprécie particulièrement, qui s'appelle le beau présent. Faire un beau présent pour une personne, ou éventuellement une chose, c'est lui dédier un texte qui n'est écrit qu'avec les lettres, les seules lettres de la dénomination de la personne, prénom plus nom, ou de l'entité de cette chose, son intitulé. Bon, il était bien normal d'écrire un beau présent sur Georges Perec. Je ne suis pas le premier ni le seul à avoir fait ça. Mais enfin, voici mon beau présent sur Georges Perec. Donc, je n'ai droit aux lettres G, R, S, P, C comme consonne et E et O comme voyelle. Voilà. Et dans ce beau présent, il y aura même aussi une ligne avec que des E et une deuxième avec que des O. Ce corps, écorce ocre, roc grège, prospère. Pro se perd, ce gosse espère. Égé, ce grec espère, ce père se presse, ce père espère. Espérer, ce père cesse. Ce corps ose, ce gogo propose, ce propre ose, propre rose, rose reposée. Go, ce gogo resserre ses roses, ce gogo pèse ses propos, prose propre, prose écopée. Propos corsés, propos resserrés, propos écossés. Ce corps pérore, propos féroce, propos précoce. Roc, éros. Ce coco opère, pèse, repèse, progresse. Ce coco serre ses propos, resserre ses propos. Ce préposé corse ses propos, ce préposé opère, coopère. Ce coco crée, repérer, ce coco ose époper, ce pro ose prosopopée. Prose prospère, prose corsée. Ce coco recrée. Or, ce corps régresse, ce corps s'essore, ce corps se presse. Grosse os rose, gros os percé. Grosse crosse, grège, corps rose. Or, propos, gros porc, gros roc, coco, croco, corps rococo, gros croc, corps. Pressé, corps oppressé, ce corps s'oppose, crêpe, percé, corps escroc, ce corps cesse, gorge essorée, corps sec, repos. Georges Perec n'était pas polonais, il n'est point né le 25 1900 à R. Georges Perec n'est pas né le jour où Hitler est rentré en Pologne, non du tout. Georges Perec n'est pas né en 1900 comme Barthelbus, non, ou bien Verla, Orlova ou Sinoc. Georges Perec n'a pas été conçu lors d'une sorte d'Atlantiade de l'île de W, pas ça. Georges Perec n'avait pas aucun souvenir de son enfance, et pas de vrai trou hébreu de mémoire. Georges Perec ne s'appelait point Percé. Il ne s'appelait pas non plus Peretz ou bien Sulevitch. Georges Perec n'est le frère de Meredbeck et n'est né en 1937 de père belge et de mère vendéenne. Georges Perec n'habitait pas du tout 11 rue Villain avec ses parents, pas plus au 24 rue Joly ou le Gentil. Georges Perec n'avait pas un père qui a été tué à la bataille de la Marne, tel fut Olivier Gratiolet. Georges Perec n'avait pas une mère qui, comme Paul Hébert, fut déportée au camp de Buchenwald en février 1944. Georges Perec n'a pas vécu en 1942-45 au village de W, ni au village Nord-W, Ouest-W ou bien Nord-Ouest-W. Georges Perec n'a jamais joué avec la fille de l'air, le célèbre mathématicien et physicien suisse, non. Georges Perec n'a pas vécu au 11 rue Simon Crubellier,
quartier de la Plaine Monceau à Paris dans le 17e. Georges Perec n'a jamais refusé, c'est sûr, de consulter un psy, ainsi que le fit au Gratiolet pour sa fille. Georges Perec n'était pas autant neurasthénique que ce Grégoire Simpson qui disparut sans laisser de traces. Georges Perec n'a pas vécu seul à flâner, à traîner, à voir, se regarder et même à regarder sans voir. Georges Perec n'a point épousé, on le sait, Sylvie, ni vécu avec elle, ou sans elle, 1 an à Sfax. Georges Perec n'avait pas, non, une épouse qui put, contrairement à Andin Basnoda. Georges Perec ne s'est jamais, pendant très longtemps, couché de très bonne heure. Georges Perec n'a jamais été, pour sûr, sergent-chef, à la différence de ses patents Henri Nocher. Georges Perec n'était pas non plus maréchal des logis. C'était le grade de Henri Pollack, notre copain. Georges Perec n'a pas étudié, semble-t-il, à l'université Fitch-Winder dans le Massachusetts, à Switham. Georges Perec ne travaillait pas comme archiviste à la Havane, comme Juan Marina de Zaccaria l'intègre. Georges Perec n'a jamais su, paraît-il, comment aborder un chef pour obtenir une augmentation. Non. Georges Perec ne vivait pas, cela est avéré, aux 7 rues de 4 Fages, tels Sylvie et Jérôme, et pas au 73. Georges Perec n'était pas non perçant comme un chat, ni percé comme un chat, et ni siamois tel un chat. Georges Perec n'a pas eu ses manifestes de petite fille mordant le coin de son petit lu, pages 295 et 394. Georges Perec n'a pas eu non plus un fils né de père inconnu, ainsi que mademoiselle Célia Crespi. Georges Perec n'a pas du tout été un des 6 frères de Maximin, ni Sabin, ni Optas, ni Parfait, pas un. Georges Perec n'a jamais à coup sûr logé au 8e étage du 11 rue Simon-Crébelier, ni au 7e, ni au 6e. Georges Perec n'était pas, à vrai dire, l'architecte de cet immeuble. C'est Lubin Ozer, oui, Ozer. Georges Perec ne s'appelait pas Caravage, Karaté Kid, Caratruc Chouette, Caratata, Caracolé, Karaoké. Georges Perec n'avait pas, nous dit-on, un ami du nom de Hassan Ibn Abou. Pas tout à fait, ni Mac Abou. Georges Perec n'a jamais poupon joui d'un doudou, d'un zahir figurant un rond pas clos, un truc à Douglas. Georges Perec n'est pas, on le sait, le créateur de Bobby Watson, dit du rasoir d'Occam, dont il ne jase pas. Georges Perec n'est pas non plus le créateur d'Éléonie Prouillot, qui avant de jouer d'abord était favorite. Georges Perec n'est pas enfin le créateur de Smotf, qui travaillait chez Toulouse avant Play Bartlegoose, on verrait. Georges Perec n'a jamais, en tout cas que l'on sache, écrit le 100e chapitre de la vie mode d'emploi. Georges Perec n'avala pas la chapka d'Astracan à gland, da macadam, à ça, pas ça, par Satanas, à bas. Georges Perec n'a jamais, au grand jamais, commis la mission d'un flic. Non, nenni. Oh, Tavioni, lui, oui. Georges Perec n'était pas, on sait, un sale raciste, comme Van Ostrac, celui qui a été peint par Franz Hals. Georges Perec n'était pas, pour sûr, un acrobate assis sur son trapèze, ainsi que celui qui s'écrasa. Georges Perec n'était point, c'est incontestable, marchand d'exotisme, à la différence des placers. Georges Perec n'a jamais été non plus concierge, comme l'était Émilie Nocher, rue Crubellier, 11. Georges Perec ne peignait pas, Valène, lui, faisait l'artiste. Et bien sûr, Heinrich Kurz et Hutting. Georges Perec n'enseignait pas, V. de Graël, lui, enseignait. Il était prof de lettres vers Beauvais, 60. Georges Perec ne se déplaçait pas à cheval dans les immeubles, un saut par-ci, deux par-là. Georges Perec n'a pas inscrit un mot ou un trait ici sur le bord du billard à Raymond Roussel. Georges Perec ne scribouillait pas pour, en fait, oublier. Au contraire, ni pour ignorer, non. Georges Perec n'avait pas un boa fumant jouant au curling, ni un rasoir pour limon frais ou blafard. Georges Perec n'avait pas de colossal automobile avec en plus les 4 roues mat devant l'immeuble. Georges Perec n'a jamais confectionné, non 400, voire plus puzzle, pas comme Gaspard Winkler. Georges Perec n'a jamais construit, jamais réellement de palimpseste. Il n'effaçait pas à faux. Georges Perec n'a jamais renoncé, c'est évident, à l'écriture. C'est pas comme on le sait au Gratiolet. Georges Perec ne s'est pas tué comme Ève de Beaumont de désespoir en novembre 1935, ses recherches inabouties. Georges Perec n'est pas rentré, c'est sûr, à l'Oulipo, ni en 1960, ni en 1962, ni ou en 63, 1964, 65 ou 66. Georges Perec n'avait pas moins d'imagination qu'un Ponson ou qu'un Vian. Il a plus d'un carat, ça. Georges Perec n'adorait pas, non, Antoinette, ni la Grande Béat, ni Charles, ni la Petite Denise. Georges Perec ne s'est pas envolé sans laisser de traces de marques de sillon tel Antoine Boy. Georges Perec n'a pas été victime d'ulcération due à des mâchouillages de gomme, non. Georges Perec n'aura pas achevé son œuvre tel P. Barthelgoos, Valène ou Aloysius.
Georges Perec n'est pas mort le 23 juin 1975 à 8 h du soir, car ce jour-là, il...